Pendant la journée, on restait dans la cour. On entendait parler d'autres langues que la nôtre. Il s'était formé, comme dans toutes les collectivités d'enfants, des petits groupes par affinité. Nous faisions partie de l'un d'eux. Parfois, on traversait la grande aile du bâtiment, parallèle à celle où nous étions, et on allait dans une autre cour plus petite où l'on avait le droit de jouer, mais on regardait surtout les plus grands le faire. Un après-midi, des Allemands sont venus nous photographier. On parlait souvent d'un endroit où nous irions peut-être après Drancy, qui s'appelait Pichipoy. Peut-être y retrouverions-nous nos parents. C'était un lieu mystérieux, où certains étaient déjà partis, mais dont personne ne semblait avoir de nouvelles. C'était à la fois la promesse de la liberté et l'angoisse de l'inconnu. Pichipoy revenait souvent dans la conversation. On était toujours un peu en partance pour Pichipoy. De temps en temps, dans la grande cour, on assistait au suicide de personnes qui se jetaient du 4e étage sur l'avancée en béton, surplombant le rez-de-chaussée. On venait tout de suite les prendre sur une civière. On s'habituait à assister à de tels spectacles. Un jour dans la cour, par ce qui nous a semblé le plus grand des hasards, on a rencontré notre oncle, celui qui était resté à la maison jusqu'à notre départ, et était parti avec mes grands-parents. Ce fut un moment de joie et d'émotion intense. On se retrouvait un peu en famille, presque comme avant. On avait ainsi vécu des jours et des nuits tout près, sans soupçonner notre présence mutuelle. Il fut très affecté par notre état physique et nous emmena dans des bureaux pour essayer de nous faire transférer dans d'autres locaux, ceux où nous vivions, semblant ne pas être destinés aux Français que nous étions, mais essentiellement aux Polonais. Lui, qui bénéficiait du statut réservé aux Français, avait une chambre qu'il partageait avec quelque autre, moins sale, avec de vrais lits superposés, une petite table et des tabourets. Il était censé y rester jusqu'à la fin de la guerre. On se rencontrait tous les jours. J'attendais avec impatience ce moment privilégié. Il fit beaucoup de démarches pour essayer de nous soustraire à notre condition si dure d'internement. Une fois, alors que nous étions tous les trois dans la chambre qu'il occupait, il mit dans mes poches ce petit papier où était inscrite une adresse. Il me recommanda de les garder sur moi précieusement. C'était l'adresse de sa tante et de son oncle qui vivaient à Paris et que je connaissais bien. Ça m'a fait penser à l'histoire du petit poucet. Puis un jour, environ un mois après notre arrivée, des gendarmes sont une fois encore venus nous chercher. On les avait suivis avec chacun notre petit baluchon, sans même pouvoir prévenir notre oncle. Peut-être était-ce déjà le départ pour Pichipoy. Je sus bien des années après que la semaine précédant notre départ, 3 convois de 1000 personnes y étaient parvenus, emmenant aussi des enfants, qui depuis 3 mois faisaient partie de ces voyages. Ce fut en effet le 14 août 1942 qu'une note urgente et secrète, adressée par le lieutenant SS Rothk, à l'attention, entre autres, du SS lieutenant-colonel Eschmann, de l'état-major de l'Office central de la sécurité du Reich à Berlin, annonçait que, ce jour, à 8h55, le convoi numéro 901-14 a quitté la gare du Bourget-Drancy avec 1000 juifs en tout, dont pour la première fois des enfants. Mais les gendarmes ne nous conduisirent pas à la gare. Pichipoy n'était pas notre destination, mais Paris, à quelques kilomètres seulement des fils de fer barbelés du camp. Au 16 rue Lamarck à Montmartre se trouvait un asile d'enfants de l'UGIF. L'Union générale des Israélites de France était une organisation officiellement chargée de représenter les Juifs auprès des pouvoirs publics. Elle dépendait du Commissariat général aux questions juives, sous contrôle de la Gestapo. Commissariat dont le directeur de la section d'enquête et de contrôle avait, quelques mois auparavant, adressé au directeur régional, dont nous relevions, la circulaire suivante. J'ai l'avantage de vous transmettre le premier cours d'ethnologie juive fait aux inspecteurs de la zone Paris, en vous priant de bien vouloir la communiquer à votre personnel en prévision d'interrogations ultérieures. Cours comportant la définition de la race et enseignant les moyens de détection du juif. Dans ce refuge, on nous inscrivit le 9 novembre 1942 sous les matricules 26.8119
et 26.8127. Cette maison d'accueil fut comme un bateau qui nous aurait recueillis en plein naufrage. Nous étions physiquement et moralement très éprouvés. Et les souvenirs qui me sont restés de cette période se rapportent plus à notre repos qu'à nos activités. Nous étions dans un grand dortoir où il y avait beaucoup d'enfants. On dormait dans un vrai lit, dont le confort au début nous empêchait de trouver le sommeil. Nos lits étaient côte à côte. Le mien était près de la porte d'où, la nuit, filtrait une lumière rassurante qui nous permettait de nous voir et m'assurer, dans la pénombre, de la réalité de notre situation. J'étais très content d'avoir cette place. Il y avait toujours des enfants qui s'agitaient et criaient. Ma sœur était encore de ceux-là, et l'espace si réduit qui nous séparait me donnait la possibilité de la faire sortir doucement de ses cauchemars, sans me lever. On mangeait beaucoup mieux, assis à une table, dans de vraies assiettes, avec de vrais couverts. Le plus souvent, après un séjour de durée variable, les gendarmes revenaient chercher les enfants. Grâce au petit papier que mon oncle avait mis dans mes poches, avant notre sortie du camp, quelqu'un, à ses risques et périls, avertit notre famille dont le nom et l'adresse étaient notés. Ils vinrent au plus tôt nous chercher, accompagnés, pour mieux nous reconnaître, par une cousine qui nous avait vus plus récemment qu'eux. Par une chance exceptionnelle, restés à Paris, ils étaient, malgré leur étoile et leur accent étranger, passés au travers des mailles serrées de la Gestapo. Nous avions beaucoup maigri, nous avions les cheveux rasés et des regards qui n'étaient plus les mêmes. Et pourtant, ils me reconnurent facilement. Mais ma sœur, qui était dans un état d'affaiblissement extrême et ne pouvait plus marcher, les pieds et les jambes œdématiés et le visage, comme le mien, couvert d'impétigo, n'était plus identifiable par eux, qui l'avaient connue toute petite, toute ronde et souriante. Ils me demandèrent si j'étais certain que c'était elle, si je ne me trompais pas, et si je ne faisais pas de confusion avec une autre petite fille. Autant de questions répétées qui me troublaient par leur inquiétante absurdité. Comment pouvais-je douter de son identité, alors que nous étions l'ombre l'un de l'autre? Nous avions quitté l'UGIF à pied, ma sœur portée dans les bras. Nous avons marché lentement, et la basilique du Sacré-Cœur est apparue, toute blanche. De l'esplanade, on voyait tout Paris. Je n'avais pas vu tant d'espace depuis longtemps. J'étais comme étourdie. Il n'y avait plus de murs, plus de gendarmes, plus de cris. Pour descendre, nous avions pris le funiculaire. Nous étions seuls. Cette cabine, qui glissait lentement sur une crémaillère en rétrécissant petit à petit notre horizon, me donnait l'impression d'être un gros jouet. Puis, on est arrivé au domicile de notre famille, dans un petit appartement un peu sombre, dont l'odeur me rappelait des souvenirs. Nous y sommes restés de longs jours sans sortir. Un médecin ami venait souvent nous voir et nous soigner, en particulier ma sœur, qui ne s'est remise à marcher que progressivement, en même temps que réapparaissait son langage perdu. J'étais très grossier et agressif. On ne me reconnaissait plus. Je disais des gros mots qui effrayaient tout le monde. Le petit enfant calme et poli que j'étais avait disparu dans le camp, par la force des choses, pour être remplacé par ce nouveau petit garçon qui n'en était plus vraiment un. Tous les soirs, il y avait des voitures grises, de la police qui passait dans la rue, comme des animaux carnassiers et sournois à la recherche de leur proie. On les regardait, cachés derrière les rideaux. On avait toujours peur qu'elles ne s'arrêtent. Pour éviter le risque d'être repris, on nous faisait parfois changer d'adresse en nous confiant à des connaissances sûres. Après quelques semaines, dès que l'état de santé de ma sœur le permit, et pour nous éloigner du danger qui nous guettait en permanence, quelqu'un est venu nous chercher. C'était une jeune fille que nous connaissions bien et dont la grand-mère habitait le même village que celui où nous vivions. Un matin, nous avons pris le train, tous les trois, appréhendant à tout instant d'être découverts et ramenés au camp. Au cas où nos cheveux rasés provoqueraient des réflexions, il fallait répondre que nous avions eu des poux. Après quelques heures de voyage, nous sommes arrivés à la gare, où l'on nous attendait. Il y avait des soldats allemands sur le quai. On se tenait par la main, en la serrant fort pour se rassurer. On a repris ensuite une vie presque normale, sortant peu,
sans aller à l'école, avec toujours cette crainte d'être repris et que tout ne recommence. Un soir, un gendarme allemand est venu frapper violemment à la porte. Nous avions la certitude d'avoir été retrouvés. On ouvrit. Il fit brutalement irruption et intima l'ordre de fermer les volets encore ouverts malgré l'heure du couvre-feu. Puis repartit. Alors, on se mit à pleurer. On m'apprit, des années après, que dans ce petit appartement étaient cachés de faux tampons officiels utilisés par des membres de la résistance pour la falsification de papiers d'identité, pesant détail, augmentant encore la tension extrême de notre entourage. Les jours et les nuits, souvent hantés par de mauvais rêves, se succédaient. Un jour, on nous a accompagnés chez un photographe. J'y allais avec un vague pressentiment, me souvenant que c'était aussi la raison que l'on nous avait donnée pour nous conduire à la prison. Mais tout se passa bien. C'était un portrait de nous deux, visage contre visage. J'avais ma main droite sur l'épaule de ma sœur et la gauche contre sa joue. Nos cheveux commençaient à repousser. Et ce fut bientôt Noël. On me dit que le Père Noël n'existait pas. J'aurais voulu qu'on ne me le dise jamais, ou beaucoup plus tard, mais pas maintenant. J'ai quand même eu un harmonica. Notre mère n'était toujours pas là, mais de l'autre côté de la ligne de démarcation, qui séparait alors la France en deux zones, celle occupée par les Allemands et l'autre. Les jours passèrent, puis vint le temps du mimosa.